Philippe Guichard, vous êtes commissaire divisionnaire, chef de l'OCRVP, à la direction centrale de la police judiciaire. Oui, il faut juste que ce soit vert. Vérifiez que le petit bouton soit vert, c'est bon. Ça marche alors. Donc vous êtes donc à la direction centrale de la police judiciaire depuis mai 2014, en charge des affaires criminelles les plus graves en matière d'atteinte aux personnes, homicide, crime, les crimes en série, viol aggravé, enlèvement, dérive sectaire, pédopornographie. Et auparavant, vous aviez passé 15 ans à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles. Vous me corrigez s'il y a des erreurs, hein, sur plusieurs postes. C'est très bien. Bon, ben, merci à la personne qui a rédigé les notes. Chef de la division de police technique. C'est vous, bah alors c'est parfait. Police technique et scientifique et chef de la division des affaires criminelles. Voilà. Nul n'est mieux servi que par soi-même, en fait. Hein. Voilà. Merci d'être avec nous et nous vous écoutons, voilà, avant d'engager le dialogue et avant d'écouter Michael Flynn d'abord. Et voilà. Très bien. Bon, je ne me représente pas puisque tout a été dit ou à peu près. Donc, effectivement, je travaille à l'OCRVP, Office central pour la répression des violences aux personnes, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je connais bien le domaine des atteintes aux personnes, puisque auparavant, je suis passé 15 ans dans une direction régionale, et une grosse, hein, puisque c'est celle de Versailles qui était compétente sur la moitié de la région parisienne, tout le ressort de la Grande Couronne, où je me suis occupé en grande partie des affaires criminelles. L'OCRVP, c'est quoi? C'est un organisme interministériel qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire, et qui dépend d'une sous-direction de la police judiciaire qui s'appelle la sous-direction en charge de la criminalité organisée et de la grande délinquance financière. Alors vous remarquez tout de suite la bizarrerie de la chose, puisque les atteintes aux personnes, les atteintes graves aux personnes, ce n'est ni délinquance financière, ni criminalité organisée. Donc on est, comme je le dis régulièrement, soit la verrue, soit la cerise sur le gâteau. Je préfère la deuxième solution si ça ne vous ennuie pas, j'essaye de le défendre en tout cas. Au sein de cette sous-direction, il fallait bien nous positionner quelque part. Et donc on nous a positionnés là, au sein de cette fameuse sous-direction qu'on appelle SD-Colf dans le langage de la PJ. Cette sous-direction est donc composée d'un certain nombre d'offices qui sont extrêmement spécialisés. Certains s'occupent des stupes, du banditisme, des objets d'art, etc., etc. Et le nôtre s'occupe donc des violences aux personnes, des atteintes graves aux personnes dans différents domaines d'activité. Je me permets de faire un tour d'horizon rapide pour que tout le monde comprenne malgré tout. C'est quoi nos activités? On a 5 groupes qui sont, vous allez le remarquer, extrêmement spécialisés, hein, puisqu'il y en a un qui s'occupe des mineurs, mais des mineurs victimes de pédopornographie, et le groupe s'occupe également de tourisme sexuel de Français à l'étranger. Donc extrêmement spécialisé sur ces 2 domaines, 2 thématiques de travail. On a un groupe qui s'occupe des dérives sectaires, je vous entendais en parler ce matin, et on est le seul groupe en France qui s'occupe à temps plein de cette thématique, avec une implication vis-à-vis des mineurs relativement limitée malgré tout, mais je peux vous en parler après si ça vous intéresse. Et puis on a 3 groupes un peu plus traditionnels en matière d'atteinte grave aux personnes, l'un qui s'occupe des homicides graves, non solutionnés rapidement pendant le flagrant délit par exemple, et qui deviennent petit à petit ce qu'on appelle des cold cases, comme on dit en anglais. Un qui s'occupe des crimes sériels, effectivement, et plus précisément des crimes de sexe en série, notamment des viols en série, des viols aggravés en série. Et le dernier s'occupe de ce qu'on a appelé, nous, les disparitions criminelles. Ça veut rien dire, les disparitions criminelles. Mais dans notre langage, ça veut dire, en gros, des affaires de disparition dont on sent bien à la lecture du dossier qu'il s'est passé quelque chose de grave. Alors ça concerne des majeurs, mais ça concerne évidemment également des mineurs, et c'est là où j'arrive au propos. Parce que j'allais vous rappeler quelles sont les actions mises en œuvre pour retrouver les mineurs disparus. J'arrive au propos. Merci. Hein, et en l'espèce, on est un peu... on parlait du premier niveau en parlant de la DDSP tout à l'heure. On est un peu le deuxième, voire le troisième niveau. Ça marche là? Oui, ça marche. Par contre, penchez bien, mettez votre micro dans l'axe, voilà, dans l'axe de votre bouche. Merci. Okay. Voilà. Le deuxième, voire le troisième niveau, c'est-à-dire qu'on est vraiment le service archi spécialisé qui ne s'intéresse qu'aux cas très compliqués, hein, c'est-à-dire aux cas qui sont soit des enlèvements avérés ou quasi avérés, soit des disparitions dont on voit très bien
quand on regarde le dossier, qu'il s'est passé quelque chose de sérieux, de grave, sur lequel il faut qu'on investigue, qu'on mette beaucoup de moyens. C'est le cas, par exemple, de l'affaire Lucas, où on est co-saisi avec le SRPJ de Montpellier. C'est le cas aussi, par exemple, sur l'affaire Estelle Mouzin, où on est co-saisi avec la DRPJ de Versailles. C'est à peu près le même cas de figure, où, à part qu'on a affaire à un petit garçon et une petite fille, ou un jeune garçon plutôt et une jeune fille, qui sont volatilisés à un moment donné. On n'a plus aucun élément, aucune nouvelle, et sur les deux dossiers, on s'acharne en quelque sorte à trouver des éléments, des témoignages pour nous faire avancer. Voilà. Voilà nos spécialités à l'OCRVP, et en particulier vis-à-vis des mineurs. Mais je voulais aussi insister principalement sur une autre activité qui nous est associée en quelque sorte, c'est notre rôle dans le cadre du dispositif alerte enlèvement, puisqu'on est partie prenante dans le dispositif. Vous savez que le dispositif alerte enlèvement a été mis en place il y a 10 ans. On a fêté le 10e anniversaire il y a peu de temps, puisque la convention qui a été signée par le ministère de la Justice et les partenaires médias date de février 2006. Donc 10 ans, elle a été utilisée à 15 reprises, le dispositif à 15 reprises pour l'instant, soit par les services de gendarmerie, soit par la préfecture de police de Paris, soit par la DCPJ, donc par nous. Et à chaque fois, sur ces 15 cas, on a eu des résultats positifs, puisque le gamin ou la gamine enlevée ou les gamins et ou les ravisseurs ont été retrouvés. Les 15 fois ? Les 15 fois. Voilà. D'accord, donc voilà. ça montre l'efficacité du dispositif. C'est vrai. Vous pouvez nous redire, parce qu'on vous a annoncé ce matin justement, est-ce que vous pouvez nous redire les critères de mise en œuvre ? Je vais vous expliquer ça. Alerte enlèvement. Voilà. Tout à fait. Alors les critères sont extrêmement précis. On a déjà presque fait la moitié du temps, oui, c'est pour ça que je... Voilà. Je ne veux pas vous bousculer. Non, vous ne me bousculez pas. Il y a 4 critères, plus un 5e éventuellement. Les 4 critères, c'est la minorité de la victime d'abord. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que l'enlèvement soit avéré. Alors, ce qui peut écarter la soustraction parentale. On considère qu'il faut normalement que l'enlèvement soit avéré. Il faut qu'il y ait des éléments à donner aux médias. C'est-à-dire que si on n'a aucune information sur le signalement ni de l'auteur ni de la victime, pas de voiture, pas de physionomie de signalement, on ne déclenche pas le plan. Enfin, le plan n'est pas déclenché puisqu'on n'a rien à demander finalement aux médias. Et il faut que le déclenchement ne mette pas... il faut plutôt que la vie du gamin soit en danger. Voilà. Et le 5e critère qui est dans l'article 2 de la Convention, c'est il faut également que ça nuise pas à l'enquête, et que la dangerosité soit pas accentuée vis-à-vis de la... Et que ça soit pas contre-productif. Voilà. Ce qui fait que finalement, les critères étant très précis et très, très délimités, il y a eu peu de déclenchements malgré tout. Ce qu'on peut dire, c'est que pourquoi c'était décidé cette convention, c'est parce qu'on s'est aperçu à un moment donné, notamment suite à l'affaire Estelle Mouzin, qu'il n'y avait pas de dispositif en France qui permettait de coordonner les recherches de manière efficace quand il y avait un enlèvement d'enfants. Et on s'est aperçu qu'il y avait aux États-Unis le plan Amber Alert qui existait depuis un certain temps et qui avait donné des résultats. Donc ça a été finalement l'adaptation du plan américain en France. Et sur les mêmes critères d'ailleurs? À peu près, oui, c'est ça. En gros, alors, oui, c'est ça. En gros, les mêmes critères. Et du coup, le ministère de la Justice, puisque c'est un plan qui a été initié par le ministère de la Justice, la convention étant signée par la chancellerie et non pas par le ministère de l'Intérieur, a été mise en place avec les médias principaux dans un premier temps, puis avec des avenants par la suite, en 2006. Il faut bien comprendre que c'est le procureur de la République locale qui prend la décision du déclenchement du plan. Alors évidemment, il en discute avec le chef de SRPJ ou le commandant de gendarmerie local, puisque les critères sont bien déterminés. Et il faut qu'il demande l'aval, ou en tout cas, qu'il en parle au parquet général et à la DACG. Il faut que tout le monde soit au courant, d'accord sur le déclenchement. Et à ce moment-là, c'est soit la DCPJ, soit la DGGN qui diffuse aux médias avec lesquels il y a eu une convention partenariale le message rédigé lui-même par le procureur
et le chef du service spécialisé local. Voilà comment ça se passe. Tout ça doit se faire très vite, parce qu'il y a plein d'échelons, mais alors ça se fait effectivement très vite. À partir du moment où la PJ est saisie, donc assez rapidement dans ce cas de figure, ça se fait très vite. Mais la durée du plan est limitée dans le temps. Hein. C'est 3 heures, plus 3 heures éventuellement renouvelables. Donc, il est inutile d'aller déclencher le plan en pleine nuit à 1h30 du matin. On n'aura pas d'appel dans ces conditions. Hein. Et on essaye dans ces cas-là de le déclencher à des heures où les gens sont susceptibles d'écouter la radio ou de regarder la télévision ou de regarder les réseaux sociaux, le cas échéant. Hein, puisqu'il y a eu des avenants, notamment avec Facebook et d'autres réseaux sociaux. Il y en a d'autres en cours de discussion d'ailleurs. Il faut que ce soit logique, la durée étant très courte finalement. Donc en gros, c'est le matin ou le soir, quoi. En gros, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Alors vous savez comment ça se passe. Il y a le message qui est diffusé sur les ondes avec un cri strident et régulièrement diffusé. Hein. Sur les chaînes d'infos continues, le bandeau passe continuellement. Si jamais au bout de 6 heures, il n'y a pas eu de solution, les chaînes d'infos continuent poursuivre la diffusion. Les autres, pas forcément. Il faut qu'il y ait un accord de la chaîne. C'est pas obligatoire. Mais on s'est aperçu que finalement, dans la plupart des cas de figure, on a réussi à obtenir des informations dans les 6 heures. Quoi. Et des informations décisives, hein, malgré tout. La dernière fois, pour vous donner un exemple, je regarde l'heure pour ne pas parler trop longtemps, on a eu un appel d'une dame qui était dans le train Paris-Bordeaux et qui nous a dit, elle était descendue à Tours, à Saint-Pierre-des-Corps, elle nous a dit, il me semble vraiment avoir vu l'enfant et le ravisseur dans mon compartiment. Il était 2h moins 10, le plan avait été déclenché à 7h du matin. Voilà. Donc c'était juste le moment, mais on a eu cette information. L'information s'avérait exacte. Et alors elle nous a donné des éléments de signalement très détaillés qu'on n'avait pas diffusés dans le message et qui correspondaient. Et du coup, j'ai pris la décision d'appeler immédiatement l'ADDSP de Gironde pour qu'il se rende sur la gare de Bordeaux le plus rapidement possible, parce que le train arrivait dans le quart d'heure quand même, il ne faut pas traîner. Ah ouais. Ils sont aperçus que le train s'arrêtait préalablement à Libourne, juste avant Bordeaux, et ils en ont profité pour appeler la gendarmerie de Libourne pour qu'ils aillent le récupérer avant Bordeaux, puisqu'ils n'avaient plus le temps d'aller à Libourne. Et du coup, les gendarmes ont récupéré l'individu avec le gamin en bonne santé. D'où des bonnes relations, malgré tout, entre police et gendarmerie. D'ailleurs, j'en ai pas parlé au début, mais à l'OCRVP, nous sommes 54 et on a 14 gendarmes. Hein, donc nos relations sont même pas apaisées, sont normales. Quoi. Excellentes même. Très bonnes. Pas de soucis. S'il y a des soucis, c'est à haut niveau. Nous, on n'a pas de soucis. Voilà, donc... Est-ce que vous souhaitiez nous donner une dernière information avant de conclure? Si vous avez encore 2 minutes. 2 minutes, ouais. Je ne sais pas, j'attends les questions, comme ça oui, il y aura des échanges après, de toute façon. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, nous pouvons...